Merci beaucoup de votre accueil. Un expert c'est un bien grand mot, là, un grand expert, comme on dit sur l'invitation. Grand peut-être, expert, c'est une autre histoire. Je m'intéresse à la HD depuis longtemps. C'est quelque chose qui me fascine, même avant même que les organismes de réglementation décident que c'était une échéance formelle aux États-Unis et pas encore au Canada, de toute façon, mais c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours. En fait, j'ai toujours été intéressé par la vidéo au départ et bien sûr par tout ce qui pouvait améliorer la qualité de l'image, sans aucun doute. Ça, c'est loin de ce qu'étaient les sondages de 2004 où on dit quels sont ceux qui présentement travaillent en format HD. 27 des gens, 27 des répondants, 30 ou 3 personnes sur 10 disent qu'ils vont dans les prochains 12 mois travailler en HD et 42 qui n'ont toujours pas compris. Alors, il y a plus de 50 et près de 60 ou 6 personnes sur 10 qui, cette année, vont travailler avec du HD. Bon, HD, j'inclus le HDV, qui est aussi du HD pour moi, c'est la même chose. Donc, alors, on s'entend qu'il y a 6 personnes sur 10, donc une majorité de personnes qui travaillent en HD. Pour 2006, et bon, c'est sûr que l'avenir le dira, mais c'est une échéance, on n'a pas le choix, il va falloir y arriver, tout le monde. Donc, il y en a qui sont plus vite que d'autres. Puis, c'est sûr qu'il y a aussi une question de moyens, une question de ressources, question d'orientation, question de marché, il y a beaucoup de questions qui font en sorte que les gens qui sont plus vite orientés vers le HD que d'autres. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet parce que j'ai encore là pas beaucoup de temps. En numérique, 601, la norme, 720, 483, c'est le format de l'image. En général, 720, 480, 720, 560 pour les Européens en PAL. OK? C'est l'image conventionnelle standard, définition standard qu'on connaît. En diffusion broadcast, si on veut, entre guillemets, on va retrouver deux formats de haute définition. Même si au départ, les normes internationales, le ITU ne reconnaît pas nécessairement la norme 720 comme étant une norme HD, mais plutôt comme une norme ED, c'est-à-dire Extended Definition. Mais on a tendance à l'inclure de toute façon. Donc, on parle d'un format qui comporte 1280 pixels par 720 lignes de résolution. Donc, un format qui est beaucoup plus grand que la norme standard, qui, en fait, regroupe 300 000 pixels. Alors ici, on est rendu à 1 million de pixels de surface. Alors déjà, on a plus de points pour l'information. Déjà, on a une meilleure qualité d'image. On ne parle pas du double, on parle de plus que le double, on parle du triple d'information, de pixels par rapport à ça, et plus que le triple. L'autre format HD, qui est le format... et ça, la norme ATSC, c'est une norme qui existe en Amérique du Nord, qui a été adaptée, corroborée par la norme internationale ITU et qui a en même temps enregistré les mêmes spécifications ou sensiblement les mêmes que la norme nord-américaine. Il y a de légères différences en Europe, mais il reste que ce qu'on voit est toujours dans la même nomenclature, c'est-à-dire 720 ou 1080. Même s'il y a plus de lignes en Europe, la finale de ce qui est présenté à l'image, c'est toujours 1080. Alors, l'autre norme, c'est 1920 par 1080. On parle toujours, et là, je n'ai toujours pas parlé de mode de balayage, de quoi que ce soit. Je parle juste de la dimension du frame, de l'image. Donc, 1920 pixels sur 1080 lignes de définition. Je ne devrais pas dire résolution parce que ça peut être confondant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis définition, c'est la dimension du cadre, la résolution, c'est le poids du cadre. En fait, c'est comme, si je vous donnais l'analogie, en imprimerie. L'imprimerie, on travaille avec différentes densités de points. On peut avoir 50 points, 100 points, 200 points, 300 points ou 600 points au pouce, ce qui fait que plus la densité, plus le nombre de points est grand, plus l'image est définie, donc plus claire, et plus d'informations, etc., etc. Donc, c'est ce qui fait la résolution, en fait, c'est-à-dire plus on a de points dans l'image, et plus ils sont petits, plus ils sont cordés, plus l'image est proche de la réalité. C'est pas nécessairement vrai, mais en tout cas, du moins, plus elle va être nette, plus elle va être claire et précise.
Alors ici, on parle d'un format où chaque frame a 2 millions de pixels. Alors, puis on sait que en numérique, pour une pixel, bien, il y a un mot de 8 bits associé. Là, on va parler du sampling, c'est-à-dire comment en numérique, on vient échantillonner l'information analogique pour encoder une information numérique. Parce que dans la caméra, le capteur CCD capte l'information lumineuse, les photons qui viennent le frapper, transforme ça en électricité, mais on se souvient que la vidéo, c'est de la modulation d'amplitude, c'est-à-dire que le signal vidéo, il monte et il descend en fonction de l'intensité lumineuse, mais c'est de l'analogique, c'est analogique un signal électrique. Alors, comment on va faire pour que tout ça soit converti? Bien, on va aller lire sur la courbe un échantillonnage de petits points qui vont venir préciser l'information, c'est-à-dire chaque pixel, finalement, et plus le sampling est élevé, c'est-à-dire plus on vient prendre d'échantillons dans la courbe, plus c'est précis. Et chaque échantillon est un mot d'information numérique, binaire de 8 bits généralement, et dans différents formats, dépendant du format qu'on utilise, mais dans les formats non compressés, on utilise généralement, dans un sampling 8 bits, 4 bits dédiés à la luminance ou à l'information noir et blanc, si on veut, en gros, et 2 bits pour chacun des vecteurs ou des phases ou des signaux alternatifs couleurs, c'est-à-dire la phase bleue, la phase rouge, dépendant dans quel format on est, parce qu'on est toujours en composante dans le domaine de la HD, de la haute définition. Un signal composite contient toute l'information dans un seul signal. Un signal composante contient l'information différente dans les différents signaux. La luminance est généralement représentée par un Y, et ensuite on a les phases couleurs qui sont la bleue et la rouge, soit PB ou PR pour phase bleue, phase rouge. Dans un format YUV, bien, le U et V, c'est deux autres informations. Alors, dépendant du format dans lequel on est, ça peut être en RGB aussi, parce il y a des caméras qui donnent un signal HD en RGB. Là, on parle de quelque chose d'un peu plus sophistiqué, si on veut, ou plus élevé, d'un signal moins compressé encore, mais on retrouve 3 signaux différents qui comportent toute l'information. Sampling, on a parlé. On parle aussi, bien entendu, d'un autre phénomène bien important qui est le... Excusez-moi le terme anglais, là, legacy du NTSC, c'est la fameuse façon de balayer l'image, entrelacée ou progressif. La façon progressive, bien, en fait, c'est un peu l'informatique qui a amené ça, cette façon de balayer l'image. C'est-à-dire que dans le mode progressif, l'image est balayée de gauche à droite, de bas en haut, une seule fois, entièrement, toute l'information. Donc, on balaye les pixels comme dans un ordre logique de lecture, comme si on lisait un livre, de gauche à droite, de bas en haut, complètement toute l'information. Donc, si on est dans le mode 1920 par 1080, en progressif, bien, on va lire les 1920 pixels 1080 fois pour former une image, un frame. Dans le mode entrelacé, bien, ça va être, on va lire 2 champs pour faire un frame ou un frame. En fait, c'est qu'on va lire la moitié de l'information. On va lire un premier champ pair, donc les lignes 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, et ainsi de suite jusqu'à la fin, pour ensuite refaire un autre balayage, mais là du champ impair, 1, 3, 5, 7. Et de cette façon-là, à double fréquence, on va réussir à insérer les 2 champs ensemble pour former une image complète, un frame. Ça se fait dans le double du temps. Autrement dit, si on a un balayage comme ici en Amérique du Nord à 60 cycles, on va faire une image vidéo standard conventionnelle, là, on s'entend à 30 images seconde. Si on est en entrelacé, nos champs vont être de 1/60e de seconde, plus un autre 60e, ce qui fait 2/60e ou 1/30e, donc on a une image complète à toutes les 30e de seconde. Dans le cas du progressif, à 30 frames seconde, bien, on va avoir 30 images seconde, mais 30 images complètes. Alors, ce que ça crée, ça, c'est que ça crée, puis on va le voir tantôt, il y a une différence là, au niveau de l'entrelacé et du progressif. Et lequel est le mieux? Je ne dirais pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Il s'agit d'utiliser la bonne
technologie pour l'application qu'on veut en faire. Je pense que dans certains domaines, il restera toujours que le fil vidéo à 30 images secondes, pour certaines applications, ça va toujours rester, entre autres le sport, des choses comme ça. Puis le fil progressif, dans d'autres applications, s'applique mieux, puis il y a des avantages à le faire en progressif plutôt qu'en entrelacé. Puis on pourrait peut-être voir ça dans un autre temps parce que ça peut être un débat qui peut être un peu long. Donc, progressif, entrelacé, taille de l'image, sampling rate, rapidement, on l'a vu. Si je me souviens bien, j'en suis à cadre, format d'image. Normalement, la télévision standard, c'est un ratio 4:3 qu'on appelait dans le temps, donc 4 de large pour 3 de haut, ou un facteur de 1,3 pour 1. 1,3 pour 1, c'est le même facteur que 4:3, là. Et ça vient d'où? Ça vient du film, du 35 mm original. Le format d'un film 35 mm, c'était du 4:3. Et donc, on a décidé que la télé devait aussi avoir le format 4:3 originalement. Avec la norme HD, on parle d'un format 16:9 ou un cadre 16:9, 16/9e ou 1,778. 1,78, ça va. Donc, un facteur de 1,7 pour 1 au niveau du format. Donc, c'est 1,7 fois plus large que haut, tout simplement. C'est juste ça. Il existe plusieurs formats en film, surtout, bien entendu, les 1,85, les 2,30, etc., etc. Alors, dépendant dans quel médium vous travaillez. Mais il reste toujours que, bon, parce qu'on est encore en format analogique et qu'on diffuse encore de la bonne vieille TV sur des écrans 4:3, souvent, on est pris avec le dilemme de tourner en HD avec un format 16:9, puis ça va être présenté sur un écran 4:3. On fait quoi avec ça? Il y a plusieurs options, mais on va les voir dans quelques instants, mais essentiellement, on deal avec une autre forme d'image que celle qui rentre dans la boîte généralement. Alors, on peut faire plusieurs choses, mais entre autres, c'est ça. Alors, ici, je vous montre la même image qu'on avait avant. Dans un format standard, c'est 720 par 480. Normalement, non, c'est pas 720 par 480 parce que c'est un format 16:9, donc ça serait plus que ça. Je pense que c'est l'image conventionnelle, mais je ne l'ai pas mis à sa pleine taille. Si cette image-là avait été tournée en 720p, elle aurait cette dimension-là. Puis si elle avait été tournée en 1080, elle aurait cette dimension-là. La taille de l'image est comme amplifiée dans le sens que les proportions sont exactes. C'est-à-dire que si j'avais une image en 720 là, par rapport à 1080, c'est à peu près les proportions qu'on aurait trouvées. C'est une des solutions, l'anamorphique, pour tourner du 16:9 et de l'emmener dans du 4:3. OK? Ça vient du film, c'est une vieille technologie film. On utilisait des lentilles pour ça, c'est-à-dire de prendre l'image et de la ramener sur la dimension de la pellicule 35 mm. Alors, on fait sensiblement la même chose, c'est-à-dire que la même image 16:9 qu'on avait en HD, on compresse les côtés, donc ça déforme, bien entendu, les objets, et on obtient une image qu'on appelle anamorphique. C'est une appellation que les gens, par convention, ont adoptée. Ce n'est pas la réalité, parce que l'anamorphique, ça existe juste en physique optique, mais ça représente bien ce que se passait dans le domaine du film, c'est-à-dire de compresser une image de façon horizontale pour que toute l'information puisse entrer sur une pellicule 35. Alors, ce que ça fait, et l'avantage que ça a de tourner comme ça et de travailler comme ça, c'est que ça garde l'information complète. C'est-à-dire que vous avez, dans cette image-là, et ça, c'est un exemple de la série qu'on vient de tourner avec Yves Simoneau et Marie-Antoinette. On a tourné en HD, 16:9, mais comme c'est une émission qui va être montée pour le marché européen, il va être donc downscalé en PAL. PAL, donc 720 par 560 lignes. Alors, j'ai mes 560 lignes ici, et tout le montage va se faire de façon anamorphique, et il va être diffusé en mode anamorphique. Parce qu'en Europe, c'est plus courant de retrouver des téléviseurs qui sont capables de gérer l'anamorphique, c'est-à-dire de rétablir la proportion 16:9, parce qu'il y a beaucoup plus d'écrans en Europe 16:9
que nous ici, et donc ils sont capables de, localement, chacun dans leur maison, de rétablir le signal et de remettre dans sa forme originale 16.9. Donc, on garde toute l'information. Sinon, ce qu'il faudrait faire, c'est de compresser le cadre pour le rentrer, bien entendu, dans un 4.3. Donc, on ramène la dimension ou la forme 16.9 et pour le rentrer dans la boîte, bien entendu, pour rétablir le format 4.3, il faut avoir des bretelles qu'on appelle noires de chaque côté, ce qu'on appelle communément le letterbox, qui fait que notre image est complète dans le sens horizontal et vertical, mais recadrée dans une boîte 4.3. Alors, on a toute l'information, mais compressée, si on veut. Fait que ça, c'est un des phénomènes ou une des façons de le faire. L'autre façon, la plus courante, la plus commune que les Américains préfèrent malheureusement, c'est le pan and scan qu'on appelle, c'est-à-dire d'aller chercher dans l'image 16.9 le 4.3 qu'on a besoin. Donc, on perd de chaque côté. Il y a beaucoup de productions qui se font où, dans la caméra même, le producteur décide de justement tourner en 16.9, mais de préserver ce qu'on appelle du 4.3. Donc, il y a deux petites lignes qui s'affichent dans les viseurs des caméramans et tout le monde sait que c'est tourné en 16.9, mais on préserve le 4.3. Donc, on essaie d'avoir l'action encadrée dans le cadre 4.3. C'est pas aussi beau. Nécessairement, moi, je préfère plus la solution de l'anamorphique que de conserver 4.3 parce que quand on veut vraiment cadrer esthétiquement un 16.9, là, puis on oublie les limites du 4.3, ça devient beaucoup plus intéressant et beaucoup plus créatif à ce moment-là. Mais ça, c'est une perception personnelle. OK, on va passer maintenant aux compressions, format, rapidement, l'information numérique qui est acheminée. Bien entendu, il y a des formats qui existent, formats de production, mais il y a aussi des formats d'enregistrement qui sont totalement différents souvent. Alors, vous savez, en HDV, par exemple, là, avec la compression qui existe en HDV, on se retrouve avec un format qui, théoriquement, devrait être de 1920 par 1080, mais qui, tout à coup, devient du 1440 par 1080 en entrelacé ou en progressif et est compressé à 26:1, etc., en MPEG-2, donc plus montable, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? D'abord, premièrement, on regarde un format standard définition 720-480 du DV que tout le monde connaît, avec un sampling à 4.1.1, c'est-à-dire qu'on a 4 bits de luminance puis 1 bit pour chacun des vecteurs couleurs. OK? Normalement, 25 mégabits, le data rate ou la quantité d'informations qui passe, donc 25 mégabits, et ce que ça prend comme support pour storage, pour emmagasiner 1 heure d'information DV, c'est 11 gigs de hard disk. Ça, c'est 1 heure. Fait que si on fait un show d'1 heure, c'est bien évident que 11 gigs, c'est passé. À moins de tourner du 1 pour 1, puis qu'on est sûr qu'on est correct. Puis encore là, on le fait passer parce qu'il faut le monter, ce show-là. Ça prend 1 autre heure. Donc, ça prend 22 gigs. Puis si, dépendant de votre ratio de tournage, si vous tournez à, mettons, je ne sais pas, 5 pour 1, 10 pour 1, et comme je connais des gens à 80 pour 1, c'est bon d'insécure, je pense, on n'y arrive pas. Alors, 11, il faut retenir que du DV conventionnel, 11 gigs. DV50 de Panasonic, autrement dit, c'est le DVC Pro à 50 mégabits. Donc, le double de la vitesse au niveau de l'information. On a un sampling à 4.2.2, donc un format non compressé théoriquement. Bien, c'est le double d'espace disque que ça prend. Le HD DVC Pro, encore le double, à 100 mégabits, ça prend 44 gigs pour contenir 1 heure d'information, normalement. Ça, c'est des formats compressés. On s'entend que, puis là, on ne parle pas du HDV qu'on verra dans l'autre tableau, qui est un petit peu plus exhaustif. C'est pas aussi compressé que le HDV, qui est une autre paire de manches. Mais il reste que c'est des formats. Dans le cas du DV, la compression, c'est 5 pour 1 ou 7 pour 1, quelque chose comme ça. Dans le cas du DV50, ça serait 4 pour 1. Dans le cas du HD DVC Pro, je ne me souviens pas exactement, je ne voudrais pas vous induire en erreur, fait que j'aime autant pas vous le dire. À moins qu'il y ait quelqu'un qui le sache. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? Non. En tout cas, on pourra toujours fouiller sur Internet pour le trouver, c'est pas très difficile. Dans les formats non compressés,
Ici, c'est drôle parce que dans le 720-486, on a du 4-2-0. 2 bits sur un vecteur, 0 sur l'autre. Comment ça se fait? Bien là, ce serait peut-être un peu compliqué de rentrer là-dedans. Mais il reste que c'est des formats donc non compressés. Ça veut dire que tout ce que la caméra voit est envoyé directement à être numérisé. Donc, c'est le maximum de data qui est envoyé. Ici, 210 mégabits, c'est vraiment le 601 conventionnel, c'est-à-dire du Betacam digital, si on veut. 1280-720 à 24p. Ah oui, on n'a pas parlé qu'il existait plus de fréquences variables que juste du 30 images secondes. Dans le mode du film, on est à 24 images secondes. En Europe, on est à 25 images secondes à cause du standard normal d'électricité. C'est parti de là. 24, 25, 30. Puis il y a aussi, bien sûr, toutes les alternatives parce qu'on a aussi hérité de la modification de base qui est à 30 images secondes normalement, mais ce n'est pas exact. En fait, c'est 29.9. Donc, on a du 29.9.4, on a du 23.9.4, on a plein de dérivés de cette modification-là qui est arrivée quand on a introduit la couleur dans l'image. 1920, même chose, on a du 24 et du 60, puis on se rend compte que plus la taille de l'image et la fréquence est élevée, bien sûr, plus ça prend de place sur un disque. Alors, quand on veut faire du HD, ça va prendre du disque. Si on regarde les HDV, la spécification rapidement, dans le cas on retrouve ici les deux formats les plus courants HDV, c'est-à-dire le format de Sony, le format de Panasonic, en 720 et en 1080. On se retrouve avec 1440 par 1080, 1920, toujours un format 16:9. Bien sûr, c'est un encodage. Hein? On ne retrouve pas le signal directement sur le ruban au niveau du mode d'enregistrement qu'on retrouve à la sortie de la caméra. Ce que vous avez à la sortie de la caméra, c'est un beau signal HD, composante, YPBPR, full bandwidth, avec une caméra, dans le cas de la Sony, avec un encodeur à 14 bits dans la tête. C'est quelque chose qui est à peu près assez rare, merci. Même chose chez Panasonic. Le signal qui sort de la caméra est extraordinaire. Ce qui est enregistré sur le ruban, c'est une autre affaire. Chez JVC aussi, c'est la même chose. Il y a toujours une grande compression du signal parce qu'on n'a pas le choix. On veut rentrer un paquet d'informations sur un support qui est un ruban DV. OK? Puis le DV, ça fonctionne avec 20 Gb. En plus, on veut le transporter dans une convention FireWire, c'est-à-dire, donc, on est limité. C'est sûr que le FireWire, ça peut prendre jusqu'à 800 mégabits de bande passante. C'est pas là qu'est le problème. C'est juste dans la convention de comment on le transporte. C'est la même chose pour le USB. Là, on peut passer beaucoup d'informations dans cette convention-là, mais il reste que si on veut le mettre sur un ruban, à une certaine vitesse, etc., il y a un certain nombre de contraintes. Il faut donc qu'on fasse des sacrifices. Et les sacrifices, ils se retrouvent au niveau de la compression du signal. Tu vois, on parlait d'échantillonnage tantôt, 55,6, 74,2, donc on a un échantillonnage beaucoup plus élevé. Par contre, on a un poids au niveau de chaque frame qui est beaucoup moins élevé. Donc, on peut se permettre d'échantillonner plus. Le sampling est toujours le même, 4,20, 4 bits pour la luminance, ce qui nous donne 256 niveaux de gris, 2 bits pour la chrominance. Ici, après la compression, on se retrouve avec du 25 mégabits, la même chose que du DV. Dans ce cas-ci, on se retrouve avec 19 mégabits, beaucoup moins que le DV, et donc ça devrait être un moins lourd sur la charge des disques, c'est-à-dire qu'on devrait prendre moins de place pour numériser une heure de 720, HD 720, comparativement à du 1080. L'audio est sur un MPEG 1. Layer 2, c'est important parce qu'il y a une différence. À 48K, 16 bits, de l'audio de très bonne qualité, l'équivalent d'un CD. Stéréo. MPEG 2, c'est le format. Et bien entendu, quand on s'en va dans le mode MPEG, vous l'avez vécu sûrement probablement comme monteur, c'est que du MPEG, ça ne se monte pas si on est dans un mode GOP, c'est-à-dire Group of Picture, parce qu'il y a des frames qui ne sont pas des frames complets. Okay? Dans un GOP, il y a toujours des P-frames, des B-frames puis des I-frames. La seule façon d'être précis en montage,
c'est de monter sur des iframes. Donc, il faut avoir un système qui permet d'avoir pour chaque frame un iframe. Parce que si on veut rentrer en montage, c'est important pour être précis, il faudrait pouvoir rentrer sur un iframe. Dans le cas des GOP, ce qui arrive, c'est que le iframe, qui est un frame, il est compressé, mais moins que les autres. En fait, c'est que toute l'information est là. Les B-frames qui suivent jusqu'au P-frame sont des extrapolations. Extrapolations dans les deux sens. D'autant de ce qui vient, de où est-ce qu'on s'en va. Donc, tant qu'on est dans les B-frames, on n'a pas toute l'information. On a juste qu'est-ce qui est changé dans l'image. Alors, on a une image de référence, puis on a une image où on s'en va, qui est un P-frame. Mais entre les deux, les B-frames, eux autres, ils regardent juste la différence entre le I et le P. Alors, c'est juste ça qui change. On ne peut pas aller monter là-dedans parce que toute l'information n'est pas là. Alors, il faut s'assurer que quand on a un signal qu'on veut monter, bien, c'est plus facile de monter avec un système qui va nous fournir des iframes. Donc, il faut s'assurer il y a des algorithmes qui existent qui permettent de faire cette conversion-là. Particulièrement dans le HDV, il y en existe sur toutes les plateformes et je pense que chez Final Cut, il y en existe un aussi qui fait cette conversion-là pour s'assurer que ça devient du matériel qu'on peut monter. Mais c'est à ce moment-là, en faisant ça, on perd la compression, donc on prend plus de place sur les disques. C'est un drawback, mais si on veut le monter, on n'a pas le choix. L'autre option, c'est de monter avec des proxies, c'est-à-dire d'avoir une version diminuée de l'information originale, de faire son montage avec un edit list, tout ça, puis de faire le conforme, le final, avec les vrais fichiers HD. Donc, ça prend beaucoup moins de place. C'est une autre option qui fonctionne très bien et il y a plein de logiciels qui existent pour faire ça, qui permettent de passer d'un mode compressé à un vrai mode, c'est-à-dire le mode HD full, la vraie version du signal, autrement dit. C'est, à mon avis, une bonne façon de le faire. Surtout que quand on veut faire le saut, ce n'est pas toujours évident parce que ça implique énormément de dépenses. Dépenses au niveau de l'ordinateur, d'abord d'être capable d'avoir une machine capable de calculer du HD, c'est pas évident. Ça prend un G5, double processeur, etc., etc. Là, ça ne lâche plus, puis ça ne finit plus jamais. On dirait que c'est comme quand tu as commencé, tout de suite c'est dépassé. Puis même chose au niveau des disques, ça prend beaucoup plus d'espace mémoire. Puis là, on tombe dans les cartes aussi, les cartes d'acquisition qui sont un petit peu plus sophistiquées. Là, il y en a plusieurs modèles, plusieurs sortes, puis de plusieurs prix aussi, c'est bien évident. Puis plus on paye cher, plus ils sont efficaces et précises, supposément. Des fois, ce n'est pas toujours le cas. Là. On a vu des cartes qui étaient très dispendieuses puis que ce n'était pas tout à fait au point. Puis aussi, ça prend, bien sûr, le support pour faire un final, c'est-à-dire un magnétoscope qui est capable d'enregistrer ça du HD. Si on reste dans le domaine du HDV puis que notre final est le HDV, ça va. Ce qui s'en vient, le DVD HD, DVD... Bon, mais là encore, là, il y a une guerre de ce côté-là. Ça va être la même guerre avec le VHS, avec le bêta. C'est qui va gagner? Bien, c'est celui qui va avoir le plus de films à offrir, le plus de support, le plus de disponibilité, si on veut, au niveau du nombre de films, comme le VHS avait gagné la chose, parce qu'il y avait plus de studios qui avaient adhéré à ça. Même si le format bêta était supérieur au format VHS, bon, on ne dit pas ça qu'ils voulaient, c'était des films. On veut voir des films. Plus il y en a sur un support, plus on va aller chercher ça. Alors, on ne sait pas qui va gagner. Il y a beaucoup de studios qui sont affiliés avec la gang de Sony pour le Blu-ray. Il y en a plein d'autres qui ont signé des contrats avec le HD DVD. Fait qu'on va voir... mais c'est pas les consommateurs qui sont gagnants de ça, parce que... Faut que tu en achètes deux. Faut quasiment en achète deux, tu sais. C'est comme... ou attendre un petit peu, puis voir qui c'est qui prend la pôle, mais en attendant, tu fais quoi si tu veux faire du HD, tu sais? Fait que ça, c'est une des voies de sortie. L'autre prochaine belle voie de sortie, je pense, c'est le codec H264, qui est un codec qui permet d'encoder du signal HD compressé à 8 mégabits et de le transporter sur Internet, de le transporter sur... Et là, ce codec-là a été adopté par les deux parties, autant Sony et la gang du Blu-ray, autant l'autre gang avec le HD DVD. Ils utiliseront le même codec. La seule différence, c'est la façon d'enregistrer sur le disque et de le lire. Mais l'encodage va être le même. Alors, pour livrer un produit
à être brûlé sur un DVD. Le codec H264 va être la convention, si on veut. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Une idée approximative des coûts de ce que coûtent des hard disks pour faire du HD. Vous voyez, 1 terabyte, 5 disques de 200 gigs, 200 MB, 5 fois, 1 terabyte, qui supporte un stream à 200 mégabits seconde. Là, on ne parle pas du HD on parle pas de HD non compressé. Là. On parle DVHD là, ou DVC Pro HD. On parle de HDV. On parle de HD compressé de toute façon à 200 mégabits seconde. 1080 en 24p, en 60i. DV, 79 heures, en 5 pour 1, 66 heures, 2,47 heures pour 1 terabyte. 3 700 $. C'est des prix relativement récents, en US, bien entendu. Alors, on peut s'attendre à payer... puis ça, 1 terabyte, c'est assez basique. Là. Si vous faites un show d'une demi-heure, c'est correct, mais si vous faites un show d'une heure, vous allez être un peu serré. C'est à peu près tout ce que je pourrais vous dire, parce que là, on me fait signe que j'aimerais ça pouvoir continuer. Je pourrais en parler pendant des heures. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou des choses que vous cherchez l'information, si ça vous intéresse, c'est facile sur Internet facilement. Sinon, moi, j'ai quelques liens sur mon site, yvesberriot.com. Vous allez sur les sites sur la page des liens. Vous allez retrouver quelques sites là. J'ai essayé de résumer ça du mieux que je pouvais. C'est rapide, je sais. J'ai fait plein de sauts dans le temps, ça n'a aucun bon sens. J'espère que ça a suscité des questions et un peu d'intérêt surtout. C'est juste ça. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Ça a été très intéressant. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.